Tu es dans une rivière où tu as un poisson qui rentre dans la péniche et puis qui sort pas. Et tu peux même pas chier dans l'eau parce qu'il y a des bactéries qui rentrent. C'est des choses intéressantes pour moi et puis ça m'excite. Vous dites dans des interviews qu'on ne devient pas aventurier, on est aventurier. À quel moment vous avez su que vous étiez un aventurier? À 8 ans, quand j'ai pris mon vélo pour partir visiter mes cousins qui habitaient à 300 km de chez nous, c'était déjà quelque chose que mes amis ne faisaient pas. Et puis je pense que cette envie de toujours aller un tout petit peu plus loin, de grimper plus haut, je voulais aller toujours là où personne ne voulait aller. Mais vous avez 8 ans, vous prenez votre vélo pour aller voir un beau-père, je crois, ou un cousin en tout cas à 300 km. Vous n'avez pas conscience de ce que vous faites en fait à ce niveau-là? Ah ouais, je savais que ça va prendre 2 ou 3 jours pour arriver là-bas. Et puis pour moi, c'était juste des voyages qui étaient importants. Pas vraiment d'aller visiter mes cousins, mais d'arriver là. Et puis de le surpasser, de contourner ces obstacles, ça devient une manière de vivre. Quand on vit en fait à fond, on a toutes ces sensations qui rendent notre vie très intéressante. Puis c'était pour ça, comme enfant, je jouais du tennis, du golf, mais pour moi, c'était toujours un peu encadré. J'aimais cette sensation d'être complètement libre et puis de ne pas rentrer la nuit, de dormir along la route et tout ça, pour moi, c'était intéressant. Mais d'ailleurs, quand vous partez faire vos 300 km alors que vous avez 8 ans, vous deviez respecter une règle avec votre père, c'était celle de rentrer à 18 h. Exactement, c'était la seule règle que j'ai eue comme enfant, c'était à 18 h, je dois être à la maison. Et puis à 18 h, quand j'étais pas à la maison, mon père, il a appelé son frère en disant « Est-ce que Mike était là ?» Non, Mike n'était pas là. Puis il savait très très bien que je voulais essayer d'y aller visiter des autres cousins. Et puis mon père me donnait une bonne base, une bonne éducation avec ma mère. Et puis en même temps, il me donnait les ailes pour aller voler. Puis d'assumer la responsabilité, c'était quelque chose que j'ai apprécié comme enfant. Parce que d'être honnête, ça me donnait la liberté. Mais des fois, quand j'étais trop honnête, c'était là où, en fait, ma liberté était enlevée parce que je voulais faire quelque chose qui était peut-être un tout petit peu trop grande. Quand on rêve grande, on va faire des choses grandes. Mais si on rêve petit, c'est là où, en fait, on progresse très lentement. On dit toujours aux enfants, non, il ne faut pas s'approcher là, tu vas tomber. Mais quand ton père, il t'amène là en disant que, ouais, regarde bien comment tu marches ici. Parce qu'ici, si tu fais une erreur, tu tombes. Et là, si tu fais une erreur, tu ne tombes pas. Quand on commence de faire beaucoup de règles et puis des introductions aux enfants, c'est là où on crée une société qui est un peu faible. Et en plus, à l'époque, vous faites partie d'une famille où, avant de vous coucher, vous lisez des livres. Et j'imagine que ça nourrit encore plus votre envie de partir et de voir des paysages et de vivre aussi à l'aventure, quoi. Aujourd'hui, on voyage à travers des réseaux, on voyage à travers des émissions de télé qui est très bien. Mais imagine que tu voyages à travers d'un livre. Tu peux tout imaginer, même si tu ne sais pas si c'est exactement ça en réalité que tu as imaginé. C'était pour ça que j'ai toujours eu envie d'y aller un tout petit peu plus loin pour savoir si vraiment c'était comme j'imaginais cet endroit spécifique. Vous citez parfois Robert Falcon Scott. Est-ce que parfois dans des expéditions, il y a des passages ou des paragraphes qui vous revenaient alors que vous étiez en train de voyager, quoi? Quand j'ai traversé l'Antarctique, c'était un livre que j'adorais, c'était « La neige restera blanc ». Et puis là où ils disent qu'ils tirent leur traîneau, ils sont fatigués, et puis ils se retrouvent en fait dans leur sac de couchage en disant qu'on arrive au bout de notre vie. Et puis ça me revient pas mal souvent quand on est au bout de notre force. Puis quand on est aussi dans notre sac de couchage, oui, c'est 100 ans plus tard, mais l'effort est toujours pareil. La neige et la glace et du froid restent pareils. L'homme reste plus ou moins pareil. C'est les vêtements qui changent, un peu la tente qui change. Mais on est aussi là dans notre sac de couchage en disant « mais moi aussi maintenant je suis presque au bout, mais il faut plus ». L'aventure, c'est pas quelque chose qui arrête
quand tu rentres dans la tente et quand tu dors. C'est là où l'aventure continue. Parce que quand tu es dans ton sac de couchage et tu gèles tes pieds au fond du sac parce qu'il fait moins 20 dans ton sac de couchage, tu repars plus jamais. C'est juste cette intensité de vie qui est intéressante. Mais quand vous lisez justement Robert Skull Falcon, vous savez qu'il est mort au retour d'une expédition au pôle Sud. Donc déjà gamin, vous savez aussi qu'il y a des risques. C'est vrai que la mort était très présente en fait dans tout ce que j'ai fait de ma vie. À 18 ans, j'ai parti pour aller faire la guerre en Angola. Et puis, je savais qu'à 18 ans que je ne voulais pas mourir parce que j'ai vu la mort près de moi. Il y avait mes amis qui n'ont jamais rentré. Et puis, quand tu as cet respect profondément pour la vie, et puis que tu sais que des fois, c'est pas toi qui décides. Et aussi, quand j'ai perdu ma femme, après, je vivais 25 ans incroyable avec ma femme qui était là pour me soutenir, qui me donnait la liberté de partir. Et jamais de ma vie, j'ai pensé que je veux vivre plus longtemps qu'elle. Et puis tout d'un coup, quand elle est plus là, et puis moi je serai là, et puis, juste avant sa mort, en parlant avec elle, je disais, mais j'ai presque envie de mourir avec toi. Et puis elle dit, mais tu ne peux pas mourir avec moi, mais tu peux vivre pour moi. Ça me donne aussi un autre objectif. Et puis c'est des objectifs comme ça, des moments très forts, clés de ma vie, qui a joué un rôle dans ma vie comme un explorateur. On est en 1989, vous venez de quitter l'armée, vous travaillez pour une société d'import-export et au bout d'un an, vous avez en fait l'envie de tout plaquer? Quand on est jeune, on va gagner de l'argent, on bosse, tu as plein d'argent, tu peux faire tout ce que tu veux, tu achètes la voiture que tu veux, la maison, tu as des potes partout, tu fais des vacances, tu fais la fête, tu bois, tu manges, tu vis comme un roi. C'était super. Mais je me réveillais un matin en disant que, oh là là, ma vie est finie. Et là, je décide de faire une énorme fête et puis de tout donner à mes amis et puis mes proches. Les canapés, la télé, mon moto, kayak, mon vélo et tout à mes amis. C'était à l'époque en Afrique du Sud quand il y avait l'apartheid. Et puis nous, on pouvait voyager seulement 3 pays du monde. C'était Israël, Angleterre et la Suisse. Et puis, j'arrive à l'aéroport avec un billet de stand-by. Et puis, il y avait un avion qui partait pour Tel Aviv. Il n'y avait pas de place. Il y avait un avion qui partait pour la Suisse. Il y avait une seule place. Je monte dans l'avion, j'arrive à Zurich, mais avec rien. Et tout d'un coup, ma vie a changé. Mais du moment quand j'ai sorti de l'avion, je dis, mais là, pour la première fois, j'ai eu ce sentiment d'être libre. Donc vous arrivez à Zurich, vous arrivez en Suisse, vous allez vers Montreux, vous partez à pied en plus. Comment vous expliquez ce cheminement vers des explorations et des aventures complètement extraordinaires, quoi? Quand j'ai arrivé en Suisse, j'ai cherché un peu de travail pendant un mois et j'ai pas trouvé de travail parce que des Sud-Africains, à l'époque, c'était des gens qui n'étaient pas très bien vus à cause de l'apartheid. Et puis, je fais des stops, un type me pris un stop, il me dépose dans le village où je vis aujourd'hui, où je rencontre ma femme, où j'ai eu mes enfants, et où ma vie comme un explorateur a vraiment commencé. J'ai travaillé comme prof de ski et puis guide de raft. Mais après 20 descentes, une trentaine de descentes dans la même rivière, je disais, mais il faut y aller ailleurs. Ouais, changer, quoi. On ne peut pas rester que là. Et puis c'était là où, en fait, j'ai descendu de la plus profonde canyon du monde au Pérou d'abord, en rentrant de Pérou, je dis, mais maintenant, il faut attaquer de l'Amazone. C'est vraiment la plus grande rivière du monde. Et puis, imagine que tu partes avec rien. Ça va être la plus grande aventure de ma vie. Chaque jour m'a apporté tellement de
de petites anecdotes qui ajoutaient une valeur à ma vie. Et puis, je pense que c'est ça qui m'intéresse. Des moments quand c'est un peu monotone, des moments quand on répète les choses qu'on fait tous les jours, je perds vite l'intérêt. Et puis, imagine un peu que tu as étudié de l'Amazone à la maison, tu as mémorisé 7000 km. Tu es dans une rivière où tu as un poisson qui rentre dans la pénus et puis qui sort pas. Et tu peux même pas chier dans l'eau parce qu'il y a des bactéries qui rentrent. C'est des choses intéressantes pour moi. Et puis, ça m'excite. Juste tous les jours d'essayer de trouver à boire et puis à manger. La nuit, avec la lampe frontale, d'approcher des crocodiles et de choper des crocodiles, c'est excitant. Pour moi, si l'expédition durait 6 mois plus long, c'était aussi bien. Mais du coup, le côté excitant, il supplante le côté dangereux, quoi. En fait, on est très conscient du danger. Pour préparer, j'ai été 6 mois aussi un peu dans la force spéciale de Brésil, à Manaus. Il me donnait un pile de bouquins comme ça, sur tout ce que je pouvais manger, tout ce que je ne pouvais pas manger, tous les serpents qui pouvaient me tuer, tous les serpents qui pouvaient pas me tuer. Et puis, moi, j'aime pas trop les serpents, je regardais ces bouquins des serpents. Et puis là, j'ai commencé à vraiment faire mes préparations un peu en profondeur. J'ai commencé à comparer les deux serpents. Celui-là, il peut me tuer, celui-là, il ne peut pas. Et puis, c'était là où j'ai réalisé, mais pourquoi je dois savoir que cet serpent, il ne peut pas me tuer? Et je concentrais seulement sur les choses qui pouvaient m'arrêter. Et là, un pile de bouquins comme ça haute a devenu un pile de bouquins comme ça haute. Et puis ça, je connaissais très bien. Ça veut dire que la préparation, pour moi, était aussi intéressante que l'expédition. Juste cette imagination de dire qu'aujourd'hui, tu partes et tu amènes la connaissance et l'expérience ici dedans, toi, et puis tu pars dans l'inconnu. C'est... il n'y a rien mieux que ça. En juin 99, justement, en parlant de serpents, vous faites le début d'une expédition pour faire le tour de la Terre au niveau de l'équateur, ouais, sur 40 000 km du coup. Et à travers l'Amazonie, il y a un serpent qui vous pique et vous êtes quand même à 2 doigts de perdre un bras ou une main. Dès que ça arrive, on sait quoi faire pour essayer de rester vivant. Tu vois, je me fais mordu parce que je voulais marcher un tout petit peu plus loin. Et puis, je ne voyais plus rien. Je savais très bien que c'est dangereux de marcher où tu ne vois pas. Et puis, je coupais les branches comme ça avec la machette. Et puis, tout d'un coup, j'ai senti, putain, il y a quelque chose qui me fait mal. J'ai continué de marcher. Puis, 3-4 minutes plus tard, wow, la Terre a commencé de tourner comme j'ai bu une bouteille de whisky. Et puis, je dis, mais ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je commençais à regarder. Puis, je dis, ah ouais, mais... Ah ouais, voilà. Et puis là, c'est sûr que tu dois savoir que la première truc que tu dois faire, c'est ralentir le battement du corps. Parce que ton corps, il va comme ça, maintenant tu vas mourir, et puis ça distribue du poison très vite en travers de ton corps. Garde la morsure plus bas que ton corps, que ça ne monte pas. Et puis après, il faut essayer aussi de se calmer dans un hamac et de vraiment commencer à boire beaucoup d'eau, que tu restes hydraté. Et puis après, il ne faut pas s'endormir. Quand ça arrive, on pense qu'à survivre. Et puis, si tu n'as pas de connaissances et de l'expérience, c'est là où, en fait, les expéditions peuvent très vite arrêter. Mais en travers de tout ce que j'ai fait, normalement, tu vois, on essaie de minimiser en fait les risques de ne pas marcher la nuit, par exemple, de ne pas marcher sur la glace qui est trop fine. Il ne faut pas chatouiller les couilles d'un lion, ça ne va pas. Hein. Et comme vous dites, si tu as peur, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que si tu as peur, en fait, ça veut dire que tu n'as pas fait assez d'expérience, pas assez de préparation et ainsi de suite. La peur, ce n'est pas juste quelque chose de général pour moi. Je n'ai pas peur de l'Amazonie. J'ai peur de me faire piquer par un serpent. Ça veut dire que cet serpent, je dois savoir où il habite. Et si je ne l'identifie pas, c'est là où j'ai peur. Finalement, est-ce que la chose la plus
difficile pour vous pendant ce voyage autour du monde, c'était quand vous étiez au Congo, pendant la première guerre du Congo, et il y a eu un génocide. Est-ce que justement c'était là où vous avez le plus peur, et finalement c'était pas la nature, c'était l'homme en fait? Exactement. Je pense que l'homme me fait plus peur que des animaux ou que des tempêtes. La nature, c'est plus facile à contrôler que les actions humaines. Et puis, tu te retrouves devant un peloton d'exécution qui tue l'autre gars au milieu de la route dans une exécution publique. C'est là où tu dis, mais waouh, c'est pas vraiment la nature, hein, c'est l'homme qui est dangereux. Est-ce que là, vous avez pensé justement que c'était un peu votre heure? Il y avait une question que je me posais. Est-ce que tu as tout fait que tu voulais faire dans ta vie? Pour moi, j'acceptais pas de mourir parce que je voulais encore faire quelque chose. Et puis, quand on sait que c'est pas nous qui décidons là maintenant, on essaye de psychologiquement trouver une manière de s'en sortir en influençant un peu des gens, dans la manière que tu réagis. Et puis je savais très bien qu'attaché comme ça, je ne pouvais pas partir en courant. Mais psychologiquement, je pouvais l'influencer. Et puis avec toutes mes expériences du passé, ça me donnait cette force psychologique. Et puis ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment. On n'a pas la force psychologique. Dès qu'on confronte un problème, on recule en disant c'est trop difficile. Et tu ne peux pas grandir dans la vie comme ça. En 2002, vous partez pour 27 mois autour du cercle polaire et vous le faites face à des vents qui sont en plus contraires. Pourquoi finalement vous prenez cette décision? C'était un peu en discutant avec ma femme quand on commençait à préparer l'expédition. Je vais toujours me demander si c'était possible d'y aller contre. C'est pour ça que je préfère presque échouer en allant contre des vents et du courant, d'arriver avec des vents et du courant. Et puis, je ne sais pas pourquoi elle a dit, mais tu as raison. Et puis, des fois, ma femme voulait peut-être juste dormir parce que je la réveille au milieu de la nuit en disant « Ah, j'ai une super idée, maintenant il faut y aller autour du monde contre des vents et du courant ». Elle n'en a rien à foutre de moi. Elle veut dormir et puis elle dit « Ouais, c'est une bonne idée ». C'est sûr que quand j'ai parti avec mon bateau et je voyais très bien, oh là là, ça ne va pas être facile, c'est là où j'ai eu presque du plaisir en disant que oui, ça va être difficile. Mais de rester assise en disant que ça va être difficile, ça ne va pas rendre la vie plus facile. C'est quand tu t'améliores toi-même que les obstacles deviennent plus petits. On peut changer la vie, mais parce qu'on a peur de perdre notre travail, on a peur de perdre notre copain, on a peur de pas mal de choses aujourd'hui, on n'ose pas. Et puis en fait, toi, tu es le seul conducteur de ta vie. Et puis si tu mets de l'énergie va retourner. C'est en 2019, vous partez pour la banquise arctique. Vous devez partir pour 60 jours, ça dure 87 jours, notamment parce que la banquise revient en arrière. Donc parfois, vous faites des 60 km par jour, et le lendemain que vous vous réveillez, vous êtes encore en arrière. Au pôle Nord, il fait froid. Tu marches chaque pas sur la glace qui est très fin et immense. Et puis, dès que tu tombes dans l'eau, tu as une bonne chance de mourir. Ça veut dire que chaque pas que tu fais est un pas important. Tu marches 20 heures et tu recules au point de départ et tu sors la tente et puis tu dois refaire tout ce que tu as fait des jours avant. C'est quelque chose qui te bouffe psychologiquement parce que c'est fatigant. En même temps, il fait nuit 24 heures sur 24. Tu vois rien. Et puis, quand tu ne vois pas du soleil autour de toi, l'engagement est encore beaucoup plus intense. Je ne suis pas motivé de sortir de la tente pour refaire des choses que j'ai fait des jours avant. Je ne suis pas motivé. Ça, c'est la motivation. C'est un truc que les Américains ont inventé en disant « mais pense positif, tout va bien quand tu penses positif ». Mais pour moi, ça, c'est des conneries. Et là, il faut une discipline dans la vie. Et puis, si tu n'as pas cette discipline dans la vie, tu peux pas être motivé. En 2007,
Vous avez gravi 4 cols de plus de 8000 mètres en les enchaînant sans oxygène. Qu'est-ce qui vous pousse à monter sur les hauts sommets et qu'est-ce qu'on ressent quand on est à plus de 8000 mètres alors qu'il n'y a plus d'oxygène? C'est super parce que tu vis au-delà de ton corps. Ton esprit sort et tu t'observes depuis loin. Ton corps, il marche, mais il ne réfléchit plus parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Et puis, avec cette manque d'oxygène aussi, tu commences d'halluciner. Comme je voyais des femmes à poil qui volaient avec la plume partout, qui volaient par-dessus des montagnes. Et souvent, dans l'altitude très très haute, dès que tu restes un petit peu trop longtemps là-dedans, ça devient très très difficile de revenir. Au mois de juillet, du jour de mon anniversaire, j'ai quitté ma tente à 7500 mètres d'altitude pour essayer d'arriver au sommet du K2. À 200 mètres du sommet, j'ai réalisé que peut-être aujourd'hui c'est mon anniversaire, mais ça peut être aussi ma dernière jour. Dès que je fais une erreur, c'est fini et je ne peux plus jamais grimper. C'est là où je décide de faire un demi-tour parce que j'ai perdu les sensations dans mes doigts, mes orteils. Et puis, j'ai commencé d'avoir trop froid. Il y avait trop de vent, il faisait moins 56. J'aime avoir froid, mais j'aime pas mourir. On vit à 30 000 jours jusqu'à l'âge de 82 ans. On peut pas perdre un de ces 30 000 jours. On doit vivre à fond parce que c'est là où on enrichit notre vie. Et pourtant, quand vous partez de votre camp de base à plus de 5000 mètres et que vous allez vers un sommet, les grands grimpeurs laissent souvent leur passeport à l'entrée de leur tente. Vous le faites. C'est justement quand je quitte chez moi pour toutes mes expéditions. Je dois pas un centime. Du moment quand je ferme la porte de ma maison, je ne sais pas si je veux au nouveau arriver pour le rouvrir. Tout est fait comme je rentre pas. Et je pense que ça, c'est la réalité de ma vie. Parce que finalement, en fait, j'ai l'impression que votre vie consiste à ne jamais s'arrêter. Parce que j'ai l'impression que si vous vous arrêtez, c'est là où vous mourrez, en fait. Quand j'explique un peu la vie de tout le monde, c'est facile d'imaginer un flaque d'eau qui ne bouge pas. L'eau qui ne bouge pas pourrit et ça pue. Notre vie, il faut, comme de l'eau, il faut du mouvement parce qu'on est fait avec 80% d'eau. Il faut être en mouvement. Et puis, c'est quand on est en mouvement et qu'on n'est pas fermé dans notre esprit, c'est là où tu commences d'apprécier la vie et tu as envie de bouger. Je sais que des fois, dans la vie, si tu rêves trop petit, c'est trop petit, il faut rêver grand, il faut avoir peur de tes rêves. Parce qu'une fois que tu as peur de tes rêves, et quand on rêve trop petit, on marche sur les plats. Et puis la vie, c'est pas seulement un chemin plat. La vie a beaucoup d'obstacles, mais c'est pareil pour tout le monde. La différence, c'est toi qui peux faire la différence. Et une fois que tu as accepté ça, c'est là où la vie change tout de suite. Ce serait quoi justement votre dernier grand rêve? C'est peut-être d'y aller me promener sur Mars ou sur la Lune. Ça, c'est incroyable. Et si je ne peux pas aller là-bas, pourquoi pas aller découvrir ce qui est sous l'eau? On vit encore sur une planète avec beaucoup de bijoux complètement cachés. Si on ne va pas toujours là où tout le monde va, c'est là où notre vie devient plus riche, en fait.